Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le vice-président Temoko Melette Kone inaugure une usine de chocolat à San Pedro. L'installation va servir à broyer 60 000 tonnes de cacao par an dans une première phase pour un coût global de 46 milliards de francs CFA. Le fonctionnement de cette usine vient booster le niveau de la transformation locale de cacao. Le projet de construction de la toute première centrale à biomasse à Aboissou a été lancé. La capacité de production de cette centrale alimentée à partir des déchets de palmiers sera de 46 MW. Le ministre Sangafoua Mamadou Koulibaly annonce pas moins de 24 autres unités de production d'énergie d'ici à 2030. Le district d'Abidjan continue d'être arrosé. À Benjerville, la pluie y a laissé des séquelles. Il y a eu une montée des eaux au niveau du pont à l'entrée de la commune. Les eaux de pluie ont pratiquement pris la chaussée, entraînant presque une immobilisation des automobilistes. Les usagers avaient du mal à circuler aujourd'hui. La mesure de fermeture saisonnière des pêches marines est en vigueur depuis près de 3 semaines. Le gouvernement en a décidé ainsi pour permettre aux espèces halieutiques de se reconstituer et de se reproduire en quantité et en qualité. Mais quel est l'impact de cette fermeture des pêches sur le marché? Élément de réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI1. On a l'habitude de le voir sur les plateaux de télé pour des débats politiques. Mais aujourd'hui, il a décidé de se présenter à vous sous un nouveau jour, avec une casquette inattendue, celle d'un homme de culture. Nous recevons aujourd'hui le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui est notre invité de la page culture. Et en tant que fils du Moronou et président du conseil régional, il a créé l'Ebrosa Festival, une célébration dédiée à la valorisation des trésors artistiques et des merveilles touristiques du Moronou. Notre invité, passionné de culture, vous allez vous en rendre compte, nous fera voyager au cœur du riche patrimoine traditionnel et culturel du peuple Agni Morofoué. Après 3 jours de festivités, quel bilan dresser? Surtout, quelles sont les retombées pour la région et pour la culture? Vous aurez les éléments de réponse tout à l'heure. Bonsoir, M. Pascal Affi-N'Guessan. Bonsoir. Alors, on vous connaît, je l'ai dit tout à l'heure, pour votre engagement politique. Mais aujourd'hui, vous vous révélez en tant qu'homme de culture. Dites-nous comment vous vous sentez dans ce rôle presque inattendu. Mais aussi bien que dans le rôle politique, parce qu'un homme politique doit être multidimensionnel. Il ne faut pas qu'il soit seulement dans le domaine politique, parce que la vie ne se réduit pas à la politique. La vie, c'est la culture, c'est l'économie, c'est la philosophie, c'est l'histoire. Et il est bon de connaître sa culture pour mieux agir dans le domaine politique. Et c'est pourquoi nous accordons beaucoup d'importance à la culture, et surtout à la culture ivoirienne. Et bien sûr, pour joindre l'acte à la parole, vous avez initié l'Ebrosa Festival qui va nous transporter au cœur du riche patrimoine traditionnel et culturel du peuple Agni Morofoué. On verra le bilan dans une trentaine de minutes seulement dans la page culture. Vous restez pour le moment avec nous. On se retrouve tout à l'heure. On va voir ensemble le départ du président de la République, Alassane Ouattara, qui s'est envolé pour la France aujourd'hui, samedi 22 juillet. Le chef de l'État a quitté Abidjan, la capitale économique ivoirienne, dans la matinée même pour son séjour français. Il a été accompagné à son départ d'Abidjan par le vice-président Temoko Melette Kone, le premier ministre Patrick Kachi et des membres du gouvernement. Et à la veille du départ en France du chef de l'État, le vice-président Temoko Melette Kone a inauguré une usine de chocolat à San Pedro et l'installation va servir à broyer 60 000 tonnes de cacao par an dans une première phase pour un coût global de 46 milliards de francs CFA. Et le fonctionnement de cette usine vient booster le niveau de la transformation locale de notre cacao, nous rapportent Mama Traoré et Adama Sangaré depuis San Pedro. San Pedro, deuxième ville économique de Côte d'Ivoire, accueille le 4e broyeur mondial de cacao. Entreprise familiale d'origine malaisienne fondée en 1985 et présente sur 4 continents, GCB Coco Company choisit de s'installer en Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Ce vendredi, le vice-président de la République est à San Pedro pour inaugurer les installations. Pour le promoteur, ce n'est qu'un premier pas. GCB Cocoa a décidé d'investir 46 milliards en Côte d'Ivoire. Ce seront 60 000 tonnes de fèves qui seront annuellement transformées sur ce site qui pourra à terme transformer 240 000 tonnes
après l'exécution des 3 autres phases d'investissement de 60 000 tonnes chacune. Cette ambition ravit le gouvernement engagé ces dernières années à hisser le niveau de la transformation locale du cacao à travers plusieurs réformes. Fort des avantages offerts par le gouvernement, les capacités de broyage sont passées de 730 000 tonnes par an en 2017 à 972 040 tonnes par an en 2022. Il me plaît d'indiquer que 5 nouveaux projets sont en cours de réalisation pour une capacité de broyage de 204 000 tonnes par an, devant ainsi porter la capacité globale de broyage de fèves de cacao en Côte d'Ivoire à 1 176 000 tonnes par an en 2023-2024. L'importance de cet investissement et l'ambition de GCB Coco Côte d'Ivoire de broyer à terme 240 000 tonnes de fèves traduisent l'engagement ferme de la société qui entend jouer un rôle majeur dans l'industrialisation de notre pays aux côtés des broyeurs déjà actifs sur ce segment de la grande transformation du cacao. Par une visite guidée, Tiemoko Meïlie Koné contemple les installations de GCB Coco Côte d'Ivoire, une usine que fait fonctionner 341 employés en majorité des jeunes. Une fierté pour le vice-président de la République. Toutes nos félicitations à cette unité que nous avons vue et qui est une unité de premier rang. Et nous espérons que cela va profiter à la région d'abord de San Pedro, à notre pays et surtout à la jeunesse. Nous y tenons parce que c'est une usine moderne qui a besoin de talents modernes. Donc, jeunesse, vous avez une chance, saisissez-la. 5e usine de transformation de cacao à s'installer à San Pedro. Sur l'ensemble des 14 que compte le pays, GCB Coco Côte d'Ivoire va fabriquer du beurre et de la masse de cacao semi-fini à 90%, principalement exportée vers l'Europe. Voilà, et la Côte d'Ivoire fait parler d'elle en bien à l'extérieur. En mission aux États-Unis, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Abdrahmane Cissé, s'est entretenu à Washington avec la direction générale du Millennium Challenge Corporation. On en sait plus avec notre reporter Viviane Aimé. Au cours de l'entretien qu'il a eu le vendredi 21 juillet dernier à Washington avec la directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, par ailleurs président du conseil d'administration du Millennium Challenge et Côte d'Ivoire, Abdrahmane Cissé, a présenté la vision de développement du président de la République Alassane Ouattara et sollicité un second programme compact du MCC pour la Côte d'Ivoire afin d'accompagner cette vision dont l'objectif est de créer une croissance forte et inclusive, d'améliorer le capital humain, de créer davantage d'emplois pour les jeunes et de poursuivre la mise en œuvre des réformes en faveur du secteur privé. Nous avons traduit à Madame Albright les salutations du président de la République et le désir de la Côte d'Ivoire de réussir ce partenariat main dans la main avec les États-Unis. La directrice générale du Millennium Challenge Corporation, MCC, Alice Albright, a salué le partenariat entre le MCC et la Côte d'Ivoire. Nous avons eu l'occasion d'échanger sur le partenariat que nous avons entre le MCC et la Côte d'Ivoire. C'est un partenariat qui est très important pour nous. Le programme se termine dans 2 ans. Nous avons parlé de toutes les étapes que nous devons mettre en œuvre pour pouvoir le réussir dans ces 2 années. Et puis nous avons aussi parlé des perspectives pour l'avenir. Le Millennium Challenge Corporation, MCC, est une agence américaine d'aide aux pays étrangers et qui a pour mission la lutte contre la pauvreté dans le monde. Voilà, et les bonnes nouvelles s'enchaînent dans ce 20h. L'Atiéké des lagunes, le pagne baoulé et le café de montagne de Mans sont désormais labellisés. Cela a été possible grâce à un travail de promotion de la propriété intellectuelle des produits ivoiriens par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OAPI. La cérémonie officielle des certificats de labellisation de ces 3 produits aura lieu donc le 26 juillet prochain à Cocody, c'est à Abidjan, par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle.
La Direction générale des impôts a atteint ses objectifs 2023, estimés à plus de 3 600 milliards de francs CFA de recettes fiscales. L'information a été donnée lors de la 21e édition du prix d'excellence de la Direction générale des impôts et le meilleur agent de la DGI a été dévoilé. Il s'agit de Dibi Serge Désiré, inspecteur des impôts. Léon Brou, le reportage. Elles sont en hausse de 13% par rapport à 2021. Les recettes mobilisées par la Direction générale des impôts se cumulent à environ 3 206 milliards de francs CFA, soit plus de 98% des objectifs à 2022. Ont le plus contribué à cette performance, ces 8 récipiendaires du prix d'excellence de la Direction générale des impôts. Leur représentent le meilleur service et les 7 autres, les meilleurs de chaque catégorie d'agents. De ces lauréats, cet inspecteur des impôts rafle le prix du meilleur agent 2022 de la Direction générale des impôts. Comparativement au poids du trophée, parce qu'il est vraiment lourd, la charge qui me soit est lourde, mais je pense qu'on va relever le défi. Nous sommes dans une logique de sanctions positives et de sanctions négatives. Les bons agents, il faut les encourager à travailler. Il faut faire leur promotion. Pour 2023, la Direction générale des impôts doit mobiliser 3 697 milliards de francs CFA et cette édition du prix d'excellence a pour thème Plan stratégique DGI 2022-2023, un outil de gouvernance inclusive. De quoi galvaniser les agents pour l'atteinte de ces objectifs, selon le parrain Kambali Diomandé, président de la Cour des comptes et la tutelle. Il s'agit de financer les projets de développement et surtout faire face à tous les défis sociaux et sécuritaires de notre pays. Promettez-moi surtout que vous assurerez pleinement votre statut d'ambassadeur de l'excellence afin d'insuffler dans votre cadre de travail la quête d'excellence par l'aide, le partage et l'esprit d'équipe. Le prix d'excellence récompense dans 10 catégories ceux des agents de l'administration fiscale qui se distinguent chaque année par le travail bien fait au regard des règles d'éthique et de déontologie de la Direction générale des impôts. Seul le prix de l'innovation n'a pu être décerné cette année. Le projet de construction de la toute première centrale à biomasse à Boisseau a été lancé. La capacité de production de cette centrale, alimentée à partir des déchets de palmiers collectés chez les planteurs, sera de 46 MW. Et le ministre Sangafoua Mamadou Coulibaly annonce pas moins de 24 autres unités de production d'énergie d'ici à 2030. L'enseigne Bakayoko. Ce coup de truelle marque le lancement des travaux de construction de la toute première centrale à biomasse en Côte d'Ivoire. Si Ayebo a été choisi pour abriter cette unité de production d'énergie renouvelable, c'est parce que ce village de la commune d'Aboisseau présente 3 avantages comparatifs. 1. Une ligne haute tension permettant d'évacuer les 348 gigawattheures par an que nous allons injecter sur le réseau ivoirien. 2. Une autoroute A100 qui permet l'acheminement des quelques 520 000 tonnes de biomasse que la centrale va consommer chaque année. Et 3, près de 78 000 hectares de palmiers, dont les 3/4 cultivés par des planteurs indépendants dits villageois, des planteurs qui vont voir leurs revenus augmenter par l'achat des pétioles et par l'accroissement de leur productivité grâce à l'accompagnement technique prévu sur la culture du palmier au titre du projet. L'exploitation de la centrale créera l'équivalent de 1000 emplois à temps plein. C'est un projet qui va permettre d'accroître notre offre d'énergie renouvelable de 46 MW et sera alimenté à partir des résidus agricoles du palmier à huile. La centrale répondra à terme aux besoins en électricité d'environ 1,7 million de personnes par an. Dans son ambition d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique à 42% sur les 10 prochaines années, le gouvernement a déjà engagé des études pour les villes de Gagnoua, Boundiali et Divo. Le portefeuille de projets d'énergie renouvelable identifiés qui sont à divers stades d'élaboration sont au nombre de 24 projets et qui devront nous permettre d'avoir une puissance cumulée de 1530 MW à l'horizon 2030. La concession va durer 25 ans avec comme objectif pour la Côte d'Ivoire
de réduire aussi ses émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2. Et le social se renforce aussi dans notre pays. Justement, la ronde du social du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale se déploie dans la région du Haut-Sassandra. Le ministre Adama Kamara et son équipe sillonnent Daloa, Tapegue et Issia pour répondre les bienfaits de la politique sociale du chef de l'État. Au menu, enrôlement produits sociaux, actions sociales ciblées en faveur des personnes vulnérables et des associations. Serge Coléa sur place. La CMU, la couverture maladie universelle, le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, la retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État. Ce sont les 3 produits phares de la ronde du social initiée par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. La 5e étape est au cœur de la cité des Antilopes dans la région du Haut-Sassandra. Elle met à l'honneur les meilleurs adhérents. Félicité pour leur engagement citoyen. J'ai adhéré à la RSTI pour vraiment préparer le lendemain. Et surtout, je dis à mes amis pasteurs de vraiment adhérer. Tout ce que nous faisons, un moment viendra où on n'aura plus la force de le faire. Alors, je me suis dit qu'à ce niveau-là, la CNPS peut prendre le relais. J'ai adhéré encore à la complémentaire pour augmenter les choses dans le gain de la pension. Au-delà de ces adhérents exemplaires, la ronde du social consacre la solidarité agissante avec des actions ciblées en direction des personnes vulnérables en particulier et des populations en général. Des chèques de montant total de 25 millions de francs CFA dégagés pour soutenir les associations féminines et les jeunes dans leurs activités génératrices de revenus. En plus des chèques, on note des dons au nombre desquels des fauteuils roulants pour les personnes handicapées. Pour boucler la boucle des dons, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, cadre du Haut-Sassandra, prend en charge l'enrôlement à la couverture maladie universelle des chefs traditionnels, des guides religieux et des responsables des associations féminines. Avec d'autres cadres de cette région, nous nous mobilisons pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. Vous avez vos 4 CMU et les cadres que nous sommes engagés à payer au moins 1 an de cotisation pour les chefs. À la tête de cette ronde du social, Maître Adama Kamara, qui a réaffirmé sa volonté de sillonner la Côte d'Ivoire pour présenter les effets positifs de la politique sociale du chef de l'État. Chers parents, pour s'enrôler et avoir sa carte CMU, c'est gratuit. Vous n'avez pas à payer de l'argent. Une fois enrôlé, la cotisation qui vous permet d'accès à tout le dispositif de soins et de médicaments de la CMU est de 1000 francs par personne et par mois. Le mécanisme d'enrôlement permet de délivrer la carte CMU après votre enrôlement en moins de 10 minutes. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale ainsi que les directeurs généraux des structures sous tutelle ont eux aussi été distingués pour le succès populaire de cette tribune sociale. Et vous vous souvenez, c'est depuis environ 3 semaines maintenant que la mesure de la fermeture saisonnière des pêches marines est en vigueur. Une mesure adoptée par le gouvernement pour permettre aux espèces halieutiques de se reconstituer et de se reproduire en plus grande quantité et en qualité. Et justement, mais quel est l'impact de cette fermeture des pêches sur le marché? Que disent au juste les commerçants et les consommateurs? Élément de réponse avec Khalid Omondé, Walter Madouatara. Le marché de poissons d'Abobo-Doumé dans la commune de Yopougon, sous un calme qui rompt avec l'ambiance des jours habituels. Les étals des marchands sont en quasi-totalité déserts. Et pour cause, la fermeture temporaire des pêches marines depuis le 1er juillet 2023. Le marché est paralysé. Regarde même les tables. C'est pas si les tables on installe et puis les clients viennent s'approvisionner. Mais aujourd'hui, là, regarde, il n'y a rien. Il faut regarder le marché. Un peu partout, tout partout est vide. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure du repos biologique, Donald et ses amis, découpeurs de poissons, ont rangé machettes et couteaux. Bon, avant la fermeture de la pêche, on peut repartir comme ça à la maison avec au moins 5 000 francs. Voilà, mais actuellement avec la fermeture, là,
Bon là, depuis le matin même, je suis venu, je n'ai pas encore eu de clients même pour découper le poisson. Actuellement, c'est pas bon. À défaut de s'approvisionner en espèces halieutiques de mer et pour éviter de se tourner le pouce, certains marchands font recours aux produits surgelés. Parce qu'avant, on peut vendre à 4 000, à 3 500. Aujourd'hui, ça vend à 6 000. Passons de 4 000, aujourd'hui, ça vend à 6 500, 7 000. La bourse du consommateur est malheureusement impactée. Ça comme ça, là, habituellement, on vient 3 à 5 000. Aujourd'hui, là, c'est 1 à 4 500. Donc, si tu as envoyé 10 000 pour payer poisson, mais tu ne peux plus. En dépit des difficultés engendrées par la fermeture des pêches, certains poissonniers et consommateurs voient le bien fondé de la mesure. La mesure est bonne pour permettre aux poissons de se reproduire. Les raisons pour lesquelles ça se fait, je crois que c'est ce qui est important. Je sais que après cette mesure, on aura peut-être beaucoup plus de poissons. Ça peut augmenter nos revenus parce que si plus on a du poisson, plus les revenus sont considérables. Donc c'est bon. On déplore le fait qu'on n'ait pas été avertis. Ils ne sont pas venus nous prévenir à temps. Pourtant, le ministère des Ressources animales et halieutiques indique avoir bien mené des actions de communication avant l'entrée en vigueur de la mesure. Cette mesure aurait dû être mise en œuvre depuis juillet 2022. Donc, depuis le mois de mai 2022, nous avons eu à rencontrer tous les acteurs. Et de nombreuses campagnes de sensibilisation ont continué jusqu'à l'atelier de Grand Bassam de novembre 2022. C'est la toute première fois que la fermeture saisonnière des pêches marines est appliquée en Côte d'Ivoire. Le Ghana la pratique depuis 2016. Une mesure hautement nécessaire selon le ministère des Ressources animales et halieutiques, car la production de la pêche marine en Côte d'Ivoire est passée de 69 000 tonnes en 2003 à 42 000 tonnes en 2020. Les activités reprendront le 31 juillet pour la pêche artisanale et le 31 août 2023 pour la pêche industrielle et semi-industrielle. Voilà, et avant tout cela, le district d'Abidjan qui continue d'être arrosé. Du côté de Bingerville, la pluie y a laissé des séquelles. Il y a eu une montée des eaux au niveau du pont au carrefour CIE à l'entrée de la commune. Les eaux de pluie ont pratiquement pris la chaussée, entraînant presque une immobilisation des automobilistes. Les véhicules et autres usagers peinaient à circuler aujourd'hui. L'appel à la vigilance et à la prudence est donc lancé. Le Sud Comoé rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Les populations sont reconnaissantes donc au chef de l'État pour son leadership en faveur de la politique de développement dont bénéficie la région du Sud Comoé. C'est le village de Krendiabo, chef-lieu de région, qui a abrité la cérémonie organisée par le Conseil régional du Sud Comoé. La cérémonie de présentation et d'appui de l'Agence de soutien du développement des médias s'est tenue dans la commune de Cocody et c'était en présence du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. 4 sociétés éditrices de presse imprimée et organisations professionnelles de journalistes ont bénéficié d'une allocation évaluée à plus de 300 millions de francs CFA. Jamagagi. L'aide publique à la presse continue dans sa phase opérationnelle à l'Agence de soutien et de développement des médias, ASDM. Ce sont 317 440 895 francs CFA qui sont alloués au total à 4 éditeurs de presse et groupements de journalistes professionnels. Le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, GEPSI, la Société nationale de presse et d'éditeurs de Côte d'Ivoire, SNEPSI, MS Média et l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI. Tous réceptionnent leurs subventions après plusieurs accords conclus. Une levée de mot d'ordre de grève s'annonce même chez les éditeurs de presse. Les éditeurs de presse ont unanimement décidé d'accéder à la requête du directeur général de l'ASDM pour donner une chance aux négociations en cours afin d'aboutir sans pression ni stress dans la confiance et le respect des engagements. Cette remise de chèques faite aux bénéficiaires est la 4e du genre à l'ASDM depuis son installation le 14 juin 2022. Le 30 novembre 2022, 30 entreprises de production d'informations numériques ont reçu des dons en équipement. Le 2 décembre 2022, il a été alloué à 9 organisations professionnelles des subventions de fonctionnement
Et le 17 janvier 2023, 7 entreprises de presse et de communication audiovisuelle ont bénéficié, elles aussi, de subventions. Ce soutien financier de l'ASDM est autorisé par le ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Je salue les premières approches de la Direction générale de l'ASDM qui ont été celles de l'écoute active pour me proposer les accompagnements qu'il était urgent de prendre, souvent pour éviter l'aggravation des crises naissantes. À ce jour, le montant total des subventions octroyées aux médias depuis la création de l'ASDM est évalué à 637 621 252 francs CFA. Voilà, et notez que ce coup de filet réussi du district de police de Port-Bouët qui a mis fin aux activités de 11 braqueurs. Un coup réussi grâce à une patrouille conjointe entre les éléments du 24e arrondissement et d'autres corps du district de police de Port-Bouët. Jean Magagui. Beaucoup de filets pour le district de police de Port-Bouët. 11 présumés gangsters viennent d'être mis aux arrêts. Et cela grâce à une patrouille conjointe des éléments du 24e arrondissement de Port-Bouët et ceux du district. Cette opération s'est déroulée après plusieurs plaintes des populations pour braquage, viol, coups et blessures à l'arme blanche, des menaces de mort, troublant ainsi le sommeil des populations. Par groupe de 5, 4 ou 8, ils envahissent des coups entre 1h et 4h du matin. Ils dépouillent les résidents de leurs biens, téléphones portables, etc. Souvent même, ils violent les femmes. Plusieurs se sont enfuis. C'est 11 personnes qui ont été prises et que nous avons envoyées, qui sont dans nos locaux. Une police déterminée qui rassure les populations. Nous rassurons la population que nous allons toujours continuer à les sécuriser. Et nous lançons l'appel à la population que notre force, la police, c'est elle. Elle doit continuer à collaborer pour qu'elle soit sécurisée. Le district de police de Port-Bouët entend multiplier les interventions dans les sous-quartiers de la commune pour un retour de la quiétude au sein des populations. Et au niveau de la culture, on passe maintenant à toutes les activités culturelles de notre pays dans ce 20h. Les ministres de la Culture et de l'Espace UEMOA ont eu une séance de travail par visioconférence hier et au cours de cette rencontre, ils ont décidé d'œuvrer ensemble à la mise en place d'un marché commun pour l'application de la loi sur la copie privée dans les pays de l'espace, nous rapporte Issa Chonayeo. Rémunération pour copie privée au sein de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Mécanisme de promotion des entreprises et industries culturelles et créatives. Information sur l'état des statistiques culturelles au sein de l'UEMOA. Ces préoccupations ont été abordées au cours d'une rencontre des ministres sectoriels de la culture des États membres de l'UEMOA par visioconférence. Objectif: prendre des mesures idoines pour protéger les créateurs. Nos États sont riches de leur culture qui inspire la créativité artistique. Nos auteurs et nos populations prennent des initiatives en vue du développement de celles-ci et les initiatives visant à développer et à faire connaître les industries culturelles et créatives sont à saluer et surtout à encourager et à soutenir avec une ouverture du marché sous-régional. Aujourd'hui, l'impact économique des industries culturelles et créatives qui est admis par tous les États membres de l'UEMOA ne sont pas ou ne doivent pas être en reste de ce dynamisme. Au cours de cette séance de travail, la ministre de la Culture et de la Francophonie salue le dynamisme de la création des artistes des espaces UEMOA en dépit de quelques difficultés. La créativité culturelle est foisonnante, elle est dense. Malheureusement, nos auteurs n'arrivent pas encore à vivre pleinement des profits de leurs œuvres. Les enjeux et les défis en matière de protection des droits d'auteur sont nombreux dans nos pays, mais je reste convaincu qu'ensemble, nous pourrons les adresser. C'est le lieu d'indiquer que la Côte d'Ivoire préside en ce moment la conférence sectorielle des ministres de la culture de l'UEMOA.
Et le tourisme aussi se porte bien, justement dans le cadre de la promotion et de la valorisation des loisirs. Le concept Week-end Loisirs à Babi a été lancé hier à Cocody et c'était en présence du ministre du Tourisme et des opérateurs du secteur, Patricia Omouitia. Week-end Loisirs à Babi. Nouveau concept de la Direction générale des loisirs. Selon l'initiatrice Isabelle Hano, DG des loisirs, ce concept de promotion et de vulgarisation de l'offre des loisirs dans notre pays s'articule autour de 3 axes essentiels, notamment la conception d'activités de loisirs qui, pour ses vacances scolaires, prend en compte un programme d'activités dont une colonie d'État à Bangourou et un camp de loisirs pour les jeunes à Beaunois. La stratégie Sublime Côte d'Ivoire nous indique qu'il faut faire de notre pays une base de divertissement aussi bien pour les Ivoiriens que pour la sous-région. Cela passe par l'amélioration de l'offre de loisirs en Côte d'Ivoire, par la promotion et la vulgarisation de cette offre-là. À cette étape de la promotion et de la vulgarisation, il est important pour nous de mettre en place une plateforme qui permet à tout le monde, à tous les Ivoiriens, visiteurs nationaux et internationaux, de trouver facilement l'offre de loisirs en Côte d'Ivoire. Pour le ministre du Tourisme, la digitalisation du secteur touristique prend toute sa place. Il a encouragé l'esprit de créativité des acteurs du secteur des loisirs. Ces concepts que nous créons et qui se retrouvent aujourd'hui sur la plateforme du pass touristique permettent d'avoir les meilleurs plans et les bons plans du moment et qu'il y ait des schémas qui deviennent les traditionnels mais indémodables que nous devrons avoir repensé à travers des hackathons que je vous encourage à initier en appelant ceux qui connaissent vraiment l'ambiance d'Abidjan. Cette initiative, selon le ministre Siandou Fofana, se situe dans le cadre de la stratégie de développement touristique Sublime Côte d'Ivoire. Derrière sa notoriété politique se cache un passionné de culture. Nous sommes en compagnie, vous l'avez bien compris, de Pascal Afinguessan, initiateur de l'Ebrosa Festival qui célèbre les arts et la culture du peuple Agni de Morono. Je vous retrouve avec plaisir, M. Pascal Afinguessan. Qu'est-ce qui vous a inspiré à créer l'Ebrosa Festival? Mais notre amour pour la culture, étant convaincu que la vie d'une société, c'est à la fois l'économie, mais c'est surtout la culture, qui est l'identité d'un peuple, qui recèle les valeurs fondamentales auxquelles ce peuple est attaché et qui constitue aussi un moyen de créativité, d'expression de la créativité de ce peuple. Et donc, ce sont ces questions-là qui sont au centre de notre passion pour la culture. D'accord. Et quelle est la signification d'Ebrosa et quel est son lien avec le Morono? Parce que j'imagine qu'il y a des objectifs que vous poursuivez en décidant d'initier l'Ebrosa Festival. Qu'est-ce que ça signifie? C'est en Agni? Oui, c'est en Agni. Ebrosa, c'est en fait le lieu d'origine du peuple Agni, qui est parti au début du XVIIIe siècle du sud-ouest du Ghana actuel, et pour s'établir là où ce peuple vit à l'heure actuelle. Et donc, pour nous, le choix de ce nom, c'est une façon de revenir aux sources, une façon de nous approprier nos origines, de nous approprier nos racines et de nous projeter dans l'avenir, dans la modernité, enracinés dans nos valeurs traditionnelles. Et donc, ce festival-là vise en fait à promouvoir la région, à promouvoir le patrimoine culturel, artistique de cette région. Donc des Agni Morofoué. Des Agni Morofoué, mais des Agni tout court, parce que les Agni, c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui dans 3-4 grandes régions, mais c'est le même peuple. Voilà, le Sud Komoué, le Sanvi, l'Indiné Duablin, le Morono, mais c'est en fait un même peuple qui est parti de... Mais il y a quand même une spécificité attachée au Morono. Bien sûr. La spécificité, c'est que d'abord le Morono est une région administrative qui est une collectivité territoriale aujourd'hui et nous avons l'honneur de présider cette collectivité. Et donc nous mettons ce goût pour la culture au service de cette région. Nous voulons utiliser donc la culture, les arts comme un moyen de renforcement de l'unité de cette région, de l'identité de cette région, parce que le développement, c'est pas seulement l'économie, c'est pas seulement les infrastructures sociales. Le développement aussi, c'est la culture, c'est, je dirais, l'identité d'un peuple, c'est l'appartenance et la fierté d'appartenir à une communauté. Et j'imagine que les Agni Morofoué sont fiers d'appartenir à cette région. Vous avez donc organisé Ebrosa Festival, c'était pendant 3 jours. Combien de festivaliers y étaient? À peu près 10 000 personnes. 10 000 personnes. 10 000 personnes. On va revivre encore
Cette belle ambiance, j'imagine que vous avez hâte aussi de le voir, tout comme nos téléspectateurs. C'était avec notre reporter Maniamien qui a bien suivi ce festival pendant 3 jours. On regarde ensemble et on en reparle. Parade des 10 chefs des tribus du royaume Mouroufoué. Mais avant eux, le passage sous le son des tambours parleurs du roi du Moronou, Sa Majesté Nana Eroua Tewa, qui avait à ses côtés pour la circonstance le roi du Guablin, Sa Majesté Nana Tigouri Niamey, l'invité spécial. Nous sommes à Ebrossa Festival. L'événement qui, à sa première édition, vise à valoriser le riche patrimoine culturel du peuple Mouroufoué. Nous avons organisé ce festival pour faire connaître la région du Moronou, à l'instar de Bassam qui organise la Bissa, le Benoît qui organise le Popo Carnaval. Nous avions vu que nous devrions faire ressortir les valeurs culturelles, artistiques et touristiques du Moronou. À l'initiative de cet événement culturel, le président du conseil régional du Moronou, Pascal Afinguessan, entend faire du tourisme et de l'attrait de la région un levier essentiel pour la renaissance économique et sociale. Cette première édition de Ebrossa Festival a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, politiques et coutumières, ainsi que des invités spéciaux, notamment les ambassadeurs de la Fédération de Russie et de la République de l'Inde en Côte d'Ivoire. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire à cette cérémonie, Chantal Boati a félicité les initiateurs de ce festival qui participent à la promotion de la culture des peuples ivoiriens. En plus de promouvoir et valoriser la culture et les arts, ainsi que le développement touristique et économique de notre pays, et particulièrement de la région du Moronou, le festival Ebrossa se veut un réel vecteur de cohésion sociale, de solidarité et de fraternité. Valeur chère à Madame la Première Dame et son époux, le Président de la République. L'un des moments forts du festival est la tenue des Ebrossa Awards, une institution régionale qui vise à promouvoir le mérite et l'excellence des femmes et des hommes de la région dans leurs domaines respectifs. Voilà, vous allez nous parler tout à l'heure des Ebrossa Awards. Je vois ici un trophée, mais avant, vous allez nous dire, il y a eu plusieurs activités, on l'a entendu dans ce reportage, les panels, il y a eu aussi la gastronomie. Dites-nous comment toutes ces activités culturelles ont valorisé les trésors artistiques du peuple Agni Morofoué. Mais d'abord parce que c'était la première fois que dans le Moronou, nous organisions un tel événement. Et donc, il a connu 5 grands moments. Il y a d'abord tout ce qui touche à l'histoire et aux traditions. C'est donc la parade des tribus et la révérence au roi. Ensuite, tout ce qui relève des arts, donc les danses qui ont été invitées, des talents du terroir, mais aussi des danses venues de l'Ouest, comme vous le voyez avec le Tématé, le Zaouli, qui sont venus accompagner en fait, je dirais, les artistes locaux, des danses venues aussi du Sud Komoué avec la Bodan et la Boisseau. Mais il y a aussi une dimension moderne, puisque à l'ouverture du festival, nous avons eu le plaisir de recevoir Rosiline Layo, comme pour le concert d'ouverture, et à la clôture, toutes les artistes et dames de la région. Ensuite, il y a une dimension gastronomique, comme vous l'avez dit, puisqu'il y avait un village gastronomique, mais aussi une soirée culturelle de gastronomie. Et on ne peut pas parler de gastronomie et puis passer comme ça. Non, non, mais il y a eu tous les plats. La gastronomie du peuple Agni, comment est-ce qu'on le distingue? C'est la sauce graine, c'est la sauce pistache. La sauce graine? C'est la sauce gombo, c'est en fait tout. Moi, je m'attendais à entendre le foutou avec oui, mais bien sûr, avec le foutou banane ou le foutou ignam. Mais vous savez, la sauce gnagnos. En Côte d'Ivoire, et en particulier, c'est la sauce qui fait le plat. C'est la sauce d'abord. L'accompagnement, c'est le foutou, le riz ou autre chose, mais c'est surtout la sauce. Donc, chez les Agni, Morofoué, on mange de tout là-bas? On mange de tout à l'heure actuelle. Initialement, c'était l'igname et la banane, mais aujourd'hui, le riz a pris une place importante compte tenu de ce que, tout le monde a découvert le riz. Mais il y a aussi le taro, il y a aussi le manioc qui est associé à la banane. Très souvent. Et au niveau de des parures, dites-nous? Bon, nous n'avons pas mis beaucoup l'accent sur les parures aujourd'hui, mais vous voyez les chefs qui étaient dignement habillés. Et il y a le décor, comme nous, mais ça c'est traditionnel, c'est habituel. Mais c'est la tenue de la région. Et je pense que très prochainement, la prochaine édition, nous allons mettre l'accent sur les tenues traditionnelles classiques en pays Agni. Et peut-être même un concours de l'homme le plus charmant dans sa tenue traditionnelle. Quels sont les merveilles touristiques du Moronou? Qu'est-ce qui devrait nous pousser à nous rendre dans cette région? Pourquoi pas pour participer à Ebrossa 2? Mais d'abord, découvrir la région, physiquement.
c'est une région spéciale, une région de petites collines, vallonnées, une région avec un climat particulier. J'ai eu à le dire, je crois que c'est à vous que je l'ai dit, que quand vous arrivez, vous avez le sentiment d'être en Suisse. Voilà. Donc c'est un paysage particulier, un peu à l'image de l'Ouest, hein, de l'Ouest montagneux, mais c'est véritablement un paysage. Ça, c'est la première curiosité dans le Morono. La deuxième curiosité, c'est le patrimoine culturel. Les danses, la fête des ignames, le roi, les sites touristiques, la résidence du dernier gouverneur de la région, qui constitue aussi un patrimoine. Ensuite, il y a des zones comme le lac Sokoté. Vous allez découvrir un lac sacré, le jet d'eau de Kodiokro, etc. Donc il y a assez de merveilles. Il y a assez de merveilles. Il y a les danses, il y a la Bodan, il y a là aussi qui est une spécificité de la région du Morono. Donc, et puis il y a un réceptif hôtelier pour accueillir tous ceux qui vont. Ça donne envie d'aller dans le Morono. Si, alors après 3 jours de festivités, dites-nous les retombées positives que vous avez observées. Mais la première retombée, d'abord, c'est la visibilité de la région. Ces 3 jours ont permis de mettre à l'affiche la région du Morono, et notre présence sur ce plateau d'ailleurs illustre bien cette visibilité, mais aussi ça a permis à ces milliers de visiteurs de découvrir la région et donc de booster l'économie, parce que pendant ces 3 jours, c'est les hôtels qui ont connu de l'affluence, c'est le transport qui s'est développé, c'est la restauration qui a connu aussi un regain d'activité, et je crois que c'est une des raisons de ce festival, promouvoir aussi l'économie de la région à travers le tourisme. Et il y a eu des Ebrosa Awards. C'est ça, c'est la dernière dimension de ce festival, c'est la création des Ebrosa Awards, qui est une distinction pour récompenser tous les fils de la région qui se sont distingués dans leur domaine d'activité, que ce soit dans les arts, la musique, la communication, l'administration publique, la diplomatie, les forces de défense et de sécurité. Et donc, vous avez des fils souvent connus qui ont été distingués, comme le général Ange Kessi. Qui sont de la région. Et qui sont de la région. On espère aussi que Bleu d'autres... Martin, Simon-Pierre Ekanza, qui sont des personnalités connues et qui ont été distingués à cette occasion. Merci beaucoup, M. Pascal Afingé-Sambou. Vous voyez, 10 minutes, ça passe très vite. C'est vrai. Merci d'avoir partagé avec nous, loin de la scène politique, pour une fois. On dira une fois n'est pas coutume. Mais en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir reçu et d'avoir partagé avec nous votre passion pour la culture et votre engagement envers le Morono. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous étions au cœur de l'Ebrosa Festival, mettant en lumière le riche patrimoine du Morono, et nous avons découvert l'inspiration derrière la création de ce festival, symbole éclatant de la richesse culturelle de notre beau pays. Vivement la 2e édition d'Ebrosa Festival, et notre culture a tout à gagner. Malheureusement, il y a une note triste. Dans ce 20h, Awa Eura Tabita nous a définitivement quittés. L'ex-présentatrice vedette du journal de 20h sur RTI a été portée en terre aujourd'hui. Elle a été inhumée au cimetière de Koumassi. Adieu donc la championne d'Afrique. Awa Eura était championne d'Afrique, professeure d'histoire. Adieu la grande journaliste, et que la terre te soit légère. À demain 20h.